Esperluette. En mode festival. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux pépites du Festival Off d'Avignon 2025. Ici, on prend le temps de découvrir le spectacle vivant, celles et ceux qui le font, mais pas juste le temps d'un spectacle. Ce que je vous propose, ce sont des rencontres avec un ou plusieurs artistes qui jouent à Avignon cet été. Aujourd'hui, rencontre avec Vincent Clergironnet. Il a écrit et joue le Sonneur à ventre jaune ou la démocratie au secours du vivant, qui se joue à l'Université d'Avignon à 10h30. Attention, uniquement du 8 au 18 juillet, sauf les 12, 13 et 14. Bonne écoute! Carte d'identité. Je suis Vincent Clergironnet. J'aime bien dire que je fais du théâtre parce que pour moi, faire du théâtre, ça veut dire faire plein de choses. Dans la lignée, dans l'école de théâtre dans laquelle je me situe, qui est plus un théâtre de troupe. Ce que j'aime en particulier, c'est jouer. Donc, je suis comédien. Mais j'ai des choses à dire et donc je me suis mis à écrire. Et par la force des choses, je me suis intéressé aussi à la mise en scène. Et j'ai créé une compagnie. Et accessoirement, j'organise un festival. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire que je fais du théâtre. Un peu de promo? Moi, je vous invite à la rencontre d'un petit amphibien qui s'appelle le Sonneur à ventre jaune, qui mesure entre 3,5 et 5,5 cm, qui a pris l'habitude de se reproduire dans les ornières que laissent les engins forestiers, ce qui le convoque, bien malgré lui, au milieu de toute une controverse humaine, dans laquelle il va falloir faire un choix entre nos activités humaines ou la préservation d'une espèce naturelle. C'est un spectacle qui mobilise beaucoup de personnages. Il y en a une trentaine, certains plus ou moins importants, hein. Certains n'ont qu'une phrase à dire, mais elle est importante. Et donc, je me suis amusé puisque c'est un seul en scène, enfin, c'est pas un seul en scène, puisque je suis accompagné par une musicienne, Éléonore Zielinski, qui est au violoncelle. Mais en termes de jeu, je m'amuse effectivement à représenter tous ces personnages que pour la plupart j'ai rencontrés. Ce qui donne à ce challenge une double saveur, c'est qu'il y a aussi le côté comment restituer une parole qui m'a été confiée par des gens qui m'ont touché, qui ne sont pas seulement les caricatures qu'on peut se représenter quand on parle du milieu rural, quand on visualise un bûcheron ou un chasseur ou même un scientifique, hein. On peut avoir des représentations, on s'aperçoit en les rencontrant que ce sont tous des êtres humains, donc en fait ils ont des appréhensions et des perceptions qui ne sont pas figées, qui sont poreuses les unes aux autres. Et c'était justement ça qui était intéressant dans ce projet, c'était de voir comment peu à peu chacun opère sa révolution. À un rythme plus ou moins important, mais en tout cas c'est ce à quoi nous sommes invités et c'est ce qui est en route. J'avais envie de parler de ça. C'est un spectacle tout public, à partir de 9 ans. Il a un dispositif un peu singulier, c'est-à-dire qu'on va réunir les spectateurs dans une agora forestière, c'est-à-dire un dispositif en cercle, un petit peu gradiné, où on figure une espèce d'assemblée qui se rassemble autour c'est la problématique de ce petit crapaud, autour de ce petit crapaud lui-même. Et puis, comme ça, on peut se trouver comme en immersion dans ces réunions. Alors, sans y participer, c'est pas un spectacle participatif, mais le dispositif fait qu'on est un peu soi-même, en tant que spectateur, mis en scène dans ces réunions et même dans une sorte de tribunal ou de haute cour de justice des affaires naturelles, dans laquelle on va tenter une délibération dans laquelle on décide de savoir si oui ou non ça vaut la peine de protéger ce sonneur à ventre jaune. C'est une délibération peu commune, en tout cas qui a envie d'inventer une instance dans laquelle on va aussi inviter les animaux et les plantes à s'exprimer. Donc c'est une délibération beaucoup plus ouverte, elle est ouverte aux non-humains. C'est-à-dire que le théâtre, c'est aussi ce lieu dans lequel on peut rêver des instances qui n'existent pas encore, mais des instances humaines dans lesquelles on pourrait peut-être convier, se mettre à l'écoute des réalités qui sont tellement différentes que les nôtres, qui sont celles du monde animal ou du monde végétal ou du monde naturel, quoi. Il s'est créé comment ce spectacle? Donc c'est un spectacle qui, à l'origine, était une commande faite par des scientifiques qui travaillaient à Boultaubois dans les Ardennes. Il y a énormément de données sur la connaissance de l'espèce, sur les problématiques autour de l'espèce, sur les problématiques de sa préservation. Il y a une longue enquête, pas seulement auprès des scientifiques qui s'occupent du sonar, mais aussi auprès de bûcherons, des agents de l'ONF. Enfin, il y aurait eu plein de spectacles à écrire, ne serait-ce que sur l'ONF. Il y avait un autre spectacle à faire, parce que c'est comme beaucoup d'institutions d'État, l'ONF se retrouve dans des problématiques un peu schizophréniques, hein, à la fois de protection de la nature et d'exploitation du bois. On leur demande de faire les deux en même temps, ce qui, parfois, pour les équipes sur le terrain, est un peu douloureux, quoi. Donc,
Quand on se retrouve avec une telle masse de données, faut pas oublier déjà qu'on fait du théâtre, donc il faut que tout ça, ça soit des personnages, il faut que ça soit amusant, donc on va choisir le côté qui peut être pris en charge par des personnages, et puis aussi on va essayer de coudre une histoire, de le raconter comme une fiction en fait, hein. Donc on n'est pas dans du théâtre documentaire ou dans une conférence qui parlerait du sonneur à ventre jaune. Non, non, on essaye de voir comment on peut raconter l'histoire de tous ces personnages et coudre ces histoires entre elles. Voilà, donc il y a pas seulement le côté scientifique, évidemment, il y a toute la poésie des paysages ardennais, il y a toute l'envie de faire le portrait des gens dont on parle très peu, qui sont les gens du milieu rural, qui font partie des invisibles de notre société. Et donc ça, c'était une des choses qui était très séduisante dans ce projet. C'était arriver à parler de ce milieu-là, que souvent on caricature, compris nous, les gens de culture, hein. Souvent on dit qu'il faut porter la culture dans le milieu rural, comme s'il n'y était pas déjà, comme si les gens qui y vivaient n'étaient pas déjà cultivés. Enfin, moi, j'ai des rencontres incroyables de géographes, de gens qui sont passionnés de géologie, d'histoire, qui connaissent leur territoire sur le bout des doigts, qui savent que tel rocher a été mis là par des Templiers, enfin, tout ça, c'est authentique et c'est extraordinairement touchant. Il s'appelle le sonneur parce qu'il a un chant tout à fait particulier, une espèce de petit aboiement constant, légèrement dissonant sur la 4e note, qui en plus constitue vraiment un mystère acoustique. C'est-à-dire que lorsqu'on entend le sonneur, on a paradoxalement du mal à le situer dans l'espace. En fait, il crée comme ça sur quelques mètres, hein, ce son, mais en fait, ça ne permet pas de le situer, on a du mal à voir où il est. C'est un animal qui se camoufle très très bien, hein. Il a une face dorsale qui lui permet de se confondre vraiment avec la boue. Si on écoute son chant, on pense qu'il est là, on sait qu'il est là, mais pour le trouver, c'est comme où est Charlie, quoi. Ça peut être très, très complexe. Alors les scientifiques avec lesquels j'ai travaillé, eux, ils y arrivent très très facilement, hein. En plus, il est reconnaissable, puisque sa deuxième caractéristique, c'est d'avoir un ventre jaune. Ventre jaune qui lui permet de se défendre face au prédateur, puisqu'il a cette attitude-là. Lorsqu'un prédateur l'approche, il fait volte-face et il lui montre son ventre jaune. Et le prédateur sait que cette couleur-là est signe d'une éventuelle toxicité. Toxicité qui s'avère bien réelle, parce que si le prédateur insiste, il est capable de projeter un petit liquide toxique qui, chez les humains, va provoquer un petit phénomène d'allergie avec le nez qui coule ou les yeux qui coulent, etc. Et c'est signe, effectivement, qu'il n'est pas bon de le manger. Il est d'ailleurs l'amphibien le plus toxique d'Europe. Ça fait partie de ses spécificités. Mais la dernière qu'on m'a racontée, c'est que donc le sonneur à ventre jaune s'installe dans les ornières de tracteurs. Et sur le territoire sur lequel les scientifiques avec lesquels je travaille c'est 8000 hectares de forêt sur lesquels, depuis en 30 ans, hein, la population de sonneurs est passée de 400 individus à aujourd'hui, ils seraient entre 3 et 22. Ce qui constitue un effondrement de la population, alors qui n'est pas général, parce qu'il y a d'autres endroits dans le Grand Est où la population de sonneurs est encore abondante. Et donc, ces scientifiques, ils sont avec leurs 7 sonneurs, ils essayent de trouver des nouveaux sonneurs. Ils ont mis en place un programme qui s'appelle le programme Sonnet, où un promeneur avec un système de QR code peut, s'il repère un sonneur, le signaler sur une plateforme dans laquelle il est enregistré, il est répertorié, etc. Et grâce à ce programme Sonnet, des promeneurs repèrent des sonneurs. Et récemment, dans une ornière, de façon très abondante, mais alors il est allé se mettre au beau milieu de la plus grosse zone d'exploitation de bois qui existe, avec l'exploitant forestier le moins accommodant, on va dire, de la région. Et c'est vraiment comme si ce sonneur, il allait vraiment mettre les pieds dans le plat. Il va se mettre à l'endroit où il y a le plus de controverses, où il y a le plus de disputes. C'est comme s'il venait nous entraîner, nous les humains, à coopérer, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que avec cet exploitant de bois et que le maire du village, ils sont en conflit depuis des années, parce que cet exploitant doit réparer les chemins depuis longtemps. Donc là, le maire est revenu avec cet exploitant en lui disant « Finalement, pour la réparation des chemins, on ne va pas le faire. » Évidemment, on ne va pas le faire parce qu'il y a des sonneurs. Voilà. Donc c'est évidemment drôle, et ce petit animal, il vient vraiment tirer une sonnette d'alarme. Il vient nous préparer à
à d'autres challenges hein, qui nous attendent. Il y a un sujet hein, entre comment on continue l'agriculture ou comment on continue l'exploitation du bois, comment on préserve des espèces naturelles. Et le sonneur, c'est un petit animal emblématique qui vient faire juste une petite sonnette d'alarme, mais le castor et pourquoi pas le loup derrière, évidemment, posent à peu près les mêmes questions de manière beaucoup plus brûlante en fait, hein, beaucoup plus forte. Track, ami ou ennemi? Ah bah oui, bah le track, c'est habituellement, c'est plutôt un ami évidemment. C'est l'énergie qui nous permet de prendre un peu l'élan pour monter sur scène. Je crois que bon, c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est comme ça que ça se passe, hein. Voilà, il y a un truc à dépasser parce que le moment est important. Donc, si le moment est important, bah, forcément, il donne un peu de trac. Après, sur Avignon, je pense il faut quand même faire très attention parce qu'il y a une telle effervescence, il y a tellement de spectacles à Avignon que vite, on peut monter dans les tours et s'imaginer qu'on y joue notre vie, qu'on va être comparé à la terre entière, que tout le monde est là pour nous juger. Il peut y avoir une spirale. Donc, moi, je dirais que je me méfie beaucoup de cette ambiance d'Avignon qui peut être extraordinairement stimulante, évidemment, mais tout ne se joue pas là. Et il faut essayer de rester centré sur ce qu'on vient raconter, ce qu'on vient de dire, et puis évidemment sur la rencontre avec les gens, quoi. C'est le challenge. Mon rituel, ça serait d'essayer de rester alerte sur ce qui se joue aujourd'hui. Quelle couleur a ce track voilà, j'essaye de voir un peu s'il est présent, s'il n'est pas présent, si il est énorme, s'il monte d'un coup, enfin voilà. Et puis d'accompagner le mouvement, quoi. Voilà, donc on va dire c'est un rituel d'observation. Une reco pendant ce off? Et c'est pas facile. Il y a plein de choses, évidemment. Au milieu de 1800 spectacles, c'est très compliqué. Tout le monde le dira, tout le monde le sait. Moi, j'essaye de m'intéresser au sujet qui, en ce moment, m'interpelle. Alors, il se trouve qu'il y a plusieurs spectacles et ils sont tous au train bleu. J'ai repéré des spectacles comme Nous étions la forêt, Nourrir l'humanité, c'est un métier, ou encore La révérence. Ils sont trois spectacles qui parlent ou du milieu rural ou du milieu paysan ou de la nature et du rapport à la forêt qui me semble être un sujet dans lequel les artistes ont peut-être des choses qui méritent un peu qu'on s'y intéresse parce qu'il y a des choses à inventer sur comment on appréhende notre lien à la nature. C'est pas évident parce que on peut l'appréhender de façon militante, on peut l'appréhender de façon un peu en voulant donner des leçons parce on pense avoir compris un certain nombre de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on se pose ces questions-là tous ensemble, en essayant déjà d'être humble, parce que comme c'est des sujets qu'on n'a pas beaucoup abordés collectivement, eh ben, on sait très peu de choses. En travaillant avec les scientifiques, on s'aperçoit que vraiment, on sait pas grand-chose, voire rien sur la nature. Et les artistes peuvent apporter leur pierre à l'édifice, non pas dans le fait de connaître, mais en tout cas dans le fait d'au moins se poser la question, d'au moins se remettre les questions au centre, et pourquoi pas ensuite rêver à des solutions de réconciliation, quoi, voilà, ou d'invention de nouveaux modes de rapport à la nature. Et c'est des sujets qui m'intéressent, donc je pense qu'il faut qu'on s'empare. Donc j'aurais peut-être voir l'un ou l'autre de ces spectacles qui fait écho à cette thématique. Esperluette. En mode festival.